Bonjour à tous, donc bienvenue au nouveau public. Oui, il n'y a pas le son, mais ça va venir. Voilà, merci. Bienvenue à notre nouvelles personnes qui sont arrivées pour les conférences de cet après-midi, donc conférence millésime bio. Cet après-midi, on va commencer l'après-midi en parlant de bière. Donc la filière bière, la découverte de filières locales et expérience en agroécologie. Donc on accueille, merci de votre présence, donc Elisabeth Pierre, qui est zytologue, rédactrice, éditrice et rédactrice en chef du magazine Mordu Magazine et de l'Académie aussi Bierissima, donc il va animer cette conférence. Et donc nous avons également Baptiste DeVos, voilà, de la brasserie Orgemont, qui nous parlera de son expérience, et Rémi Mouton de la brasserie, je vais y arriver, Buros, voilà, dans le Gers, qui sont là avec nous pour nous parler de leur expérience. Merci beaucoup. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, je vous propose une petite présentation très rapide à la fois de mon engagement à défendre et à valoriser les filières locales, au travers notamment de cette revue Mordu que vous pouvez effectivement trouver partout sur tous les points info du salon. Et également vous parler aussi de ma ligne qui est celle de la promotion des filières locales, des producteurs ancrés dans leur territoire. Et à ce titre, effectivement, nous avons l'occasion de faire un peu le focus sur 2 territoires cet après-midi avec Rémi et Baptiste. Et puis, le but de cette conférence, c'est aussi de sensibiliser et d'éduquer les différents acteurs présents et futurs qui visionneront cette conférence. Et en tout cas, c'est un peu l'objectif même de cette conférence. C'est sur ce focus marché et cette particularité du marché de la bière, c'est vraiment de sensibiliser aux enjeux. Alors, il y a beaucoup d'initiatives sur l'agroécologie, il y a beaucoup d'enjeux qui sont majeurs aujourd'hui. L'idée, c'est peut-être de vous faire en 5 minutes, de prendre 5 minutes pour vous faire un petit exposé, une photographie rapide des enjeux majeurs de cette filière. Mais je vais commencer déjà par remercier Millésime Bio aussi de donner la parole à la filière bière dans ce magnifique événement. Alors, 2 producteurs à nos côtés, mais également des producteurs dans la salle. Juste pour la forme, je pense que ça peut être intéressant sur les différentes questions et différents points abordés que des producteurs puissent prendre la parole. Donc surtout, n'hésitez pas à lever la main et à vous exprimer. Et puis pour les questions également, peut-être ne pas hésiter à poser une question sur un des sujets qui vous interpelle au moment où on les évoque. Et avant donc de vous parler de ces faits marquants, je voudrais juste rappeler quelques initiatives de filières brassicoles locales qui sont intéressantes, et notamment commencer par l'Occitanie où nous nous trouvons. C'est un peu une sorte de salutation au domaine Fabre et à Jeanne Fabre, la présidente de Millésime Bio, puisqu'on a sur son domaine viticole, il y a à peu près depuis 6 ans une démarche de production d'orge brassicole et également de houblon. Et donc, c'est vraiment véritablement dans un esprit filière que cette démarche a eu lieu. L'Occitanie, il y a aussi une démarche un peu plus récente qui est le fruit de plusieurs acteurs avec la création de l'association s'appelle ABIO, A2BIO, et elle est assez récente. C'est l'association brassicole des brasseurs bio qui se sont constitués en interprofession donc d'Occitanie. C'est un travail depuis 3 ans. Et à la tête de cette interprofession, il y a notamment la brasserie qui swing à Maublanc, Anaïs Ducrot. Il y a aussi la ferme du Vif et puis la malterie Occitane. Donc on voit bien qu'il y a des démarches, là pour focuser sur 2 démarches en Occitanie, mais il y en a plein d'autres. Je ne citerai évidemment pas toutes les démarches, mais le but c'est de faire un peu un focus avec nos invités. Et puis, toutes les régions sont concernées en France. Toutes les régions sont concernées sur cette démarche, en France et à l'étranger. On a le bonheur d'avoir un brasseur belge parmi nous, flamand, donc c'est génial. Vous pourrez intervenir aussi. Je vais juste peut-être donner un exemple sur la région Aura, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un exemple de filière qui est engendrée par une malterie. Donc, c'est un exemple assez
assez unique pour en parler. C'est la malterie ardéchoise, qui est la première brasserie bio et équitable en France et qui a créé, au-delà de la brasserie, une démarche filière comme il dit, de la fourche à la fourchette. Et cette volonté d'intégrer, au-delà des associés de l'entreprise, ils sont à peu près une quinzaine d'associés aujourd'hui, de la coopérative de céréales drômoise, en passant par l'agribio, l'agribio de la Drôme, et puis bien sûr des brasseurs. Alors pour l'instant, il y a 2 brasseurs, dont un qui est bio et équitable également, la brasserie Coura, et puis la brasserie Pleine Lune. Donc c'est une démarche en Auvergne-Rhône-Alpes qui concerne, je dirais, le domaine de l'orge et du malt, mais on a aussi des démarches similaires concernant le houblon. Alors, juste également, avant de vous parler en quelques mots de ces enjeux majeurs de la filière, des filières locales, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être en mode un peu curieux et intéressés de la filière brassicole, mais qui ne la connaissent pas trop, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, au moment où on parle, à peu près 2589 brasseries exactement. Bon, on ne sait pas vraiment exactement tellement il y en a qui se créent, mais globalement, on est sur un nombre de plus de pratiquement 2600 brasseries aujourd'hui. Et on a un mouvement également très important en France de brasseries bio. C'est tout à fait exceptionnel, même en nombre de brasseries biologiques. On est aujourd'hui en France avec 579 brasseries, ce qui porte le volume sur le volume total de bière produite en France, on arrive à un pourcentage de 14%, ce qui est énorme. C'est très très loin devant la moyenne des autres pays qui se situe à peu près à 2,5%. Et puis en différentes typologies de marché, il y a aussi un grand nombre de fermes brasseries, on en parlera aussi, il y en a à peu près 160 aujourd'hui en France. Et je termine juste pour comment dirais-je, donner une photo de la répartition du marché. On est sur un marché en France extrêmement concentré, avec à peu près 90% des volumes qui sont faits par 10 opérateurs. Voilà, donc en quelques mots, les enjeux majeurs que nous allons évoquer. C'est un marché tendu, vous le savez évidemment, on ne va pas revenir sur le contexte, mais peut-être préciser un point qui va être justement autour des atouts que constituent ces modèles économiques que vous avez tous les deux et qu'il y a également dans la salle. On est sur une augmentation évidemment des coûts des matières premières et de l'énergie. On est sur une concurrence accrue dans la filière brassicole. On observe même une stagnation, voire sur certaines régions, une baisse de la consommation de la bière. Et puis il y a évidemment les enjeux climatiques. Pour donner 2 exemples sur l'impact environnemental et l'importance des enjeux climatiques, c'est par exemple sur le houblon qui demande du soleil et de l'eau. Quand il y a trop de soleil et qu'il n'y a pas d'eau, ça ne va pas, puis il y a trop d'eau, ça ne va pas non plus. C'est la même chose sur les orges. Je résume vraiment, c'est très très concentré ce que je dis, mais c'est un peu un focus, et peut-être Rémi et bien sûr Baptiste, vous aurez l'occasion d'y revenir de façon plus précise sur ce que vous travaillez, vous, comme orge. Mais sur l'orge, on voit quand même sur certaines régions des variations déjà au niveau climatique, et puis une sorte de mouvement vers les orges d'hiver qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui en France. On était plutôt sur des orges de printemps. Donc on a un véritable impact dans les cultures même de ces enjeux climatiques. Et puis, pour commencer à vous présenter tous les deux, vous allez le faire vous-même d'ailleurs, mais j'ai envie de redire qu'on va quitter un petit peu l'Occitanie, puis on va aller dans la Marne, dans la Marne, donc avec Baptiste, donc la brasseur. Un modèle, donc ferme et brasserie, donc ferme et brasserie cumulées, et puis dans le Gers avec Rémi. Voilà, donc je vous laisse la parole. Peut-être vous présenter déjà chacun l'un après l'autre, et puis on attaque un peu plus dans le détail, on va dire, des points par exemple, d'économie, et puis des points d'abord d'agriculture, bien sûr, et puis des points d'économie. Bonjour à tous, donc je suis Baptiste Devos, le directeur de la brasserie d'Orgemont, donc qui est effectivement situé un peu plus au nord là, qu'ici, dans la Marne. On est situé à équidistance entre Reims et Châlons-en-Champagne, dans un petit village qui s'appelle Sompy-Taillur, qui a vécu
des affres de la guerre 14-18, voilà, mais qui a été reconstruit et qui est un super petit village très dynamique. Donc on se ressemble pas mal, c'est mon associé, donc c'est le fondateur de la brasserie, Jean-Bernard, qui est donc à gauche sur la photo, qui lui donc, est agriculteur. En fait, il a repris la ferme de ses parents depuis plusieurs générations qu'elle existe. Ils étaient notamment diversifiés sur de l'élevage de moutons à l'époque, avant la Deuxième Guerre. Et donc lui, en fait, a appris à brasser, très rapidement a appris à brasser en Belgique en 2000, à Abbaye des Rocs, Abbaye du Val-Dieu. Donc il a été formé par des maîtres brasseurs belges et il est revenu dans la ferme de ses parents en 2000 et il a dit à ses parents, bon, pour l'instant je ne veux pas trop m'occuper de la ferme, je veux faire brasseur. Donc il y a une vingtaine d'années, en tout cas dans la Marne, c'était assez original et pas vraiment commun. Donc, voilà, donc les parents ont dit ok, ils lui ont proposé de reprendre une partie de la grange, de commencer donc à brasser. Et bon an, mal an, voilà, il a brassé. Il a aussi après repris, quand ses parents sont partis à la retraite, repris la ferme de ses parents. Et donc, il a mené les deux activités de plein fouet. Voilà. Moi, j'ai rejoint la brasserie en 2018, c'est une reconversion. Et on a eu le projet avec Jean-Bernard, parce qu'en fait, il a 60 hectares de terre, il a 50 hectares de terre qu'il a passé en agroforesterie. Donc voilà, donc c'est en 2017 qu'il a eu lui, il a lancé le projet. Moi, je suis arrivé après en 2018, où il a commencé donc à planter les arbres. Donc entre les arbres, on a des céréales, il fait aussi de la multiculture, il a aussi du soja, du blé, et donc de l'orge brassicole, donc, qu'on récolte tous les ans. Ça nous permet de récolter à peu près 60 tonnes d'orge, ce qui nous donne à peu près 50 tonnes de malt. Voilà. Ce qui nous fait un an de production, parce qu'on est aujourd'hui à 2000 hectolitres, un an de production, un an de nos besoins en malt d'orge Pilsen. Voilà, parce que c'est de l'orge Pilsen. Après nos malts spéciaux, on s'approvisionne ailleurs. Et là aussi, donc, entre les arbres, on ne les voit pas forcément sur les photos, mais il a monté des poteaux et on a donc commencé à cultiver aussi du houblon avec 4 variétés de houblon qui s'acclimatent plutôt pas mal au terroir champenois, avec des gros problèmes effectivement de sécheresse l'été. Et voilà, alors autant sur l'orge, là ça roule, il n'y a pas de souci, mais sur la partie houblon, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a des houblons qui souffrent de la chaleur. Donc on a le projet, parce qu'en fait sur la brasserie, on a foré un puits, donc on est autonome aujourd'hui en eau, en amont. Et là on est en train de voir l'aval. Donc on a eu une subvention de l'agence de l'eau là, qui est tout récente. Et on va mettre en place des bassins qui vont nous permettre en fait, de récupérer les eaux usées de la brasserie pour aller y épandre et irriguer et faire du bien à nos houblons l'été. Parce qu'on se dit, c'est bête, en fait, on a l'eau qui est usée, qui repart dans les égouts, qui est retraitée, et en plus on est facturé. Donc on se dit, ça on va le réintégrer, et donc on sera vraiment comme ça, autonome complètement en eau. On a aussi mis en place des panneaux solaires sur notre entrepôt. Donc là on a le projet aussi d'investir, là on a 200 mètres carrés, de couvrir l'intégralité, parce qu'on a une grosse problématique autour de l'énergie, comme tout le monde le sait, qui a explosé ces dernières années. Se dire, on va essayer de récupérer aussi, de pouvoir produire notre propre énergie et la revendre également, ce qui nous permettra de générer des revenus pour la brasserie. Voilà, donc on essaie de développer justement, de travailler sur des bières artisanales, bio, de qualité, mais avec cette démarche éco-responsable. Là, on nous voit, c'était il y a 2 ans, une des premières récoltes de houblon. On était plutôt contents là, de cette année. Il y a 2-3 ans, ça allait, mais l'année dernière, c'était plus compliqué. Voilà, en gros, en résumé, pour présenter la brasserie. Le maître mot, c'est autonomie. Autonomie, oui. Autonomie, en autonomie, et je me souviens des débuts avec Jean-Bernard, où c'était sa visée, c'était son but, et il y est arrivé, et vraiment, c'est chapeau, quoi, en fait. Chapeau. Alors, sur les houblons, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est l'objectif, effectivement. Et la production de bière, tu précisais qu'elle était de 2000 hectos, ce qui est une production relativement déjà importante en termes de brasserie locale. Ouais. Et on aura peut-être l'occasion aussi de parler des recettes tout à l'heure. Avec plaisir, oui, bien sûr. L'autonomie et puis aussi une démarche au-delà de l'autonomie à souligner peut-être aussi Non, après, je pense que comme beaucoup de brasseurs, on essaie de localiser un maximum nos approvisionnements. Par exemple, sur le verre, on a essayé de travailler. On a travaillé avec Veralia, on a eu des augmentations de tarifs qui fait qu'on a changé de fournisseur. Je
pense qu'il y a quelques brasseurs qui doivent être d'accord avec nous. Mais on a par exemple trouvé un fabricant qui est dans les Vosges, de Longneck. Notre imprimeur, il est à 30 km de la brasserie. Enfin, on essaie vraiment de localiser un maximum de choses. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais. Et c'est un tout, en fait. Et même, par exemple, nos produits de nettoyage, on passe par une société qui s'appelle BioAttitude, qui fabrique donc des produits écologiques, végétaux, qui sont produits à partir de fermes et d'exploitations agricoles qui sont situées dans le Grand Est. Ouais. Et est-ce qu'il y a, au niveau des bouteilles, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient sur la consigne, par exemple, ou pas? Ouais, j'ai échangé avec les brasseurs ici, justement, qui se sont lancés dans la consigne, parce que c'est un sujet, là, on est en train de retravailler le design de nos étiquettes, et c'est le moment, justement, pour avoir cette réflexion autour de la consigne. Donc, je pense qu'on va se lancer, a priori, oui, cette année. Ouais. On passe à la présentation de Rémi. Rémi, donc le Gers, tu nous emmènes dans tes vignes déjà. Bonjour à tous. Oui, donc le Gers, le Sud-Ouest, je vous amène dans un domaine viticole à la base. Voilà, donc on est une famille de viticulteurs depuis plusieurs générations. Tout d'abord en cave coopérative et très récemment devenu vigneron indépendant. Mais en fait, voilà, l'histoire de la brasserie sur le domaine, c'est depuis 2017. Où en fait, moi, en tant que j'ai fait toutes mes études pour devenir œnologue, pour travailler dans le vin, pour un jour faire du vin chez moi. Et sauf qu'à un moment donné, j'étais très pressé, je voulais revenir travailler sur le domaine familial, mais il n'y avait pas la possibilité de faire du vin à ce moment-là. Donc réfléchissant un peu, puis aussi avec mon entourage, j'ai des copains qui faisaient de la bière dans la cuisine. Je trouvais ça très marrant, je n'avais jamais entendu parler, mais c'était la découverte. Et en 6 mois, je me suis monté un projet pour reprendre des terres agricoles juste collées à la ferme, et les cultiver, et faire de la bière à partir de l'orge qu'on cultivait nous-mêmes. C'était vraiment ça l'essence du projet, c'était d'appliquer la vision du vigneron. C'est-à-dire que dans le monde du vin, on n'imagine pas trop un vigneron qui achète son raisin ou qui achète du vin qu'il revend, quoi. Ou qui, du coup, souvent, c'est le vigneron qui cultive sa vigne, il fait sa récolte et il vinifie. Et je voulais faire exactement la même chose avec la partie bière, voilà, pour essayer d'apporter, pour essayer de mettre en lumière le monde agricole dont est issu l'orge, en fait. Souvent, on n'y pense pas trop quand on boit de la bière, mais vraiment, à la base, il y a quand même des gens qui produisent l'orge. Donc on a démarré comme ça, avec de l'orge. On a aussi eu l'idée de planter du houblon, parce qu'on aime bien aller au fond des choses. Le houblon, on a 2 micro-parcelles qui produisent très peu. Elles ne sont pas irriguées. Et du coup, c'est vraiment un frein très important. Voilà, donc là, on voit donc j'ai mis ces 2 photos-là. Il y a la photo de droite, c'est une de nos parcelles. Elle est en bord de forêt. Et donc on a des rangs de houblon et des rangées d'arbres au milieu. Donc c'est de l'agroforesterie. L'idée, c'était d'apporter un maximum de biodiversité sur ma parcelle de houblon. Et voilà, donc on essaie de mettre des couverts végétaux aussi. C'est assez difficile, notamment en bio, du coup, il faut gérer l'herbe. Par chez nous, on a quand même, ça peut être très chaud, mais ça peut être aussi très pluvieux. Et donc on bataille contre l'herbe un peu toute l'année. Voilà, et à gauche, la photo, c'est une plantation de haies qu'on a fait entre une parcelle de blé et de vigne. Donc là, pareil, l'idée, c'était d'avoir une amélioration de la biodiversité sur le domaine, mais pas que. Il y a aussi une réflexion sur le microclimat. Donc là, en fait, la haie, le sud est à droite. Donc en fait, le but, c'est que la rangée d'arbres protège un peu la vigne de la chaleur qu'on peut avoir en été, quoi. Voilà. Sur le domaine, on fait 500 hectos de bière. Donc c'est une petite brasserie. Après, on est 3 associés, donc mon frère, mon père et moi. On a un salarié à temps plein. Et en gros, la brasserie, elle occupe 1 an et demi équivalent à temps plein, quoi. Donc pour nous, c'est une super source de diversification. En 2017, ça représentait 0% du chiffre d'affaires. Maintenant, ça représente 40% du chiffre d'affaires. Donc sur une ferme qui fait 35 hectares de vignes et en tout 80 hectares de céréales. Donc c'est quand même pour nous, c'est devenu un point très important sur le domaine. Voilà. Et après, sur les aspects agroécologiques, donc j'ai parlé de la haie, de l'agroforesterie. Donc on a aussi un peu d'agroforesterie sur l'orge, sur des parcelles d'orge. Donc on est aussi fan des couverts végétaux. Donc dans la vigne, on en met dès qu'on peut. On a aussi fait des tests sur des parcelles d'orge, donc implanter du trèfle au milieu de l'orge. Donc le trèfle, c'est une légumineuse, ça va apporter de l'azote directement dans le sol, et donc l'orge peut en profiter. Donc c'est des techniques comme ça. Et après, au niveau plus technique, énergie, pareil, on a les projets photovoltaïques. Donc là, on a 600 mètres carrés de couverts. On refait un projet au printemps pour couvrir 600 autres mètres carrés en autoconsommation.
Donc l'idée pour nous, c'est que ça nous permette de fournir de l'électricité pour la brasserie. Donc on a un chauffe électrique, on refroidit aussi. Pour le chai, donc le chai, on a besoin de beaucoup de froid aussi, donc on consomme. Et pour l'irrigation. Donc vraiment, on a une consommation assez grosse sur la ferme. Et du coup, notre autoconsommation, on pourrait passer à 50% d'autoconsommation sur l'année prochaine, quoi. À peu près voilà pour nos projets. Et du coup, on vend en bouteille essentiellement. Et on a observé quand même que le marché bouteille avait tendance à se calmer, à se stabiliser. Et du coup, on avance un peu nos pions sur la partie fût aussi. Donc, c'est des techniques différentes. Donc, on s'équipe. Et là, le but de 2024, c'est de développer la partie fût. On a l'impression qu'il y a un marché important et que même si on gratte quelques miettes, ça peut faire du volume, quoi. Voilà pour nous. Merci Rémi. Est-ce que dans la salle, il y a des brasseurs qui souhaitent intervenir ou des brasseuses qui souhaitent intervenir sur leur modèle justement, on est sur un vigneron brasseur, une brasserie agricole, on peut appeler ça comme ça, ou une agro-brasserie. Donc, Jérôme, tu... Pardon, Benjamin. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Benjamin, je fais partie de la Brasserie du Lion. C'est pas moi le créateur, c'est un ami d'enfance qui a créé la Brasserie du Lion. Merci pour vos témoignages parce que on a des manières assez similaires de voir les choses, je pense, et c'est l'intérêt. Donc merci aussi de notre intervention. La Brasserie du Lion a été créée il y a 10 ans par un constat simple par Christophe Bellet, donc, qui est le créateur. Il s'est rendu compte que nous, on a grandi à Caluire-et-Cuire, donc à côté de Lyon. Et à côté de chez nous, il y avait pas mal de champs et il voulait utiliser les céréales d'à côté de chez lui pour faire de la bière. Et pour diverses raisons, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, notamment à cause du maltage. Du coup, il a réfléchi, donc il a fait des études d'agroalimentaire donc à l'ISAR à Lyon. Et il s'est rendu compte qu'il était peut-être possible de sauter l'étape de maltage par certains procédés, notamment enzymatiques. Et du coup, il a fait des essais à ce moment-là pour essayer de faire différemment. Donc aujourd'hui, on est les pionniers du brassage à partir de grains crus. Donc 10 ans après, on n'utilise que des céréales bio locales, donc tout vient d'Auvergne-Rhône-Alpes en termes de céréales. L'intérêt, c'est de pouvoir, à la fois, comme mes confrères, pouvoir avoir un ancrage local. Alors nous, on n'est pas agriculteurs, donc c'était un peu compliqué la partie agriculture. Mais justement, tu développes, l'entreprise développe on va dire des liens, des Exactement. collaborations. Exactement. On a créé l'année dernière ce qu'on appelle les agricollabs. L'intérêt, il est pour les agriculteurs avec qui on travaille. On peut leur proposer, donc à travers toute la France, bien entendu, un partenariat agricole où on leur achète leurs céréales, on leur valorise à un prix intéressant et derrière, on leur transforme pour les mettre à leur image. Donc on peut leur faire leurs propres bouteilles, leurs propres fûts, etc., avec leurs propres céréales. Et après, ils peuvent les revendre à leur souhait dans leur réseau ou autour d'eux. L'intérêt, il est à la fois pour valoriser le travail des céréaliers, et c'est un intérêt agricole aussi, puisque du coup, on a parlé pas mal d'orge. Nous, on peut utiliser d'autres céréales que l'orge, et notamment l'orge brassicole. Donc on peut utiliser de l'orge fourragée, on peut utiliser de l'épeautre, du sarrasin, tout type de céréales. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a un intérêt pour les agriculteurs de pouvoir changer les cultures, de pouvoir utiliser n'importe quel type de céréales, notamment des choses qui peuvent enrichir les sols et faire tourner. Au niveau des houblons, on est sur des houblons français, donc on a des partenariats avec l'Alsace. On a eu une houblonnière par le passé, mais ça n'a pas bien fonctionné parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le climat est assez capricieux. On a essayé de faire ça dans le Beaujolais, mais le problème de ça, c'est que en été, il n'y avait pas assez d'irrigation, donc c'est un point qu'on est d'accord avec ça. On essaye de pas mal travailler aussi sur la partie recherche et développement, notamment sur ce que je viens de dire sur les houblons, où Christophe essaye de trouver d'autres plantes amérisantes. Donc il faut savoir que nous, on n'a pas l'appellation bière parce qu'il faut 50% de malt en France pour être de la bière. Donc on se dit, foutu pour foutu, autant essayer de faire d'autres choses et essayer de se tourner vers l'avenir pour remplacer le houblon qui est finalement un amérisant aujourd'hui dans la bière. Après, il faut que ce soit bon aussi, bien entendu. En termes de développement, on est pareil, on a les mêmes problématiques au niveau de l'énergie. Christophe a déposé un brevet sur un chauffage de cuve par induction.
Donc l'idée, ce serait de pouvoir chauffer directement les cuves en induction, et ce qui fait quand même une économie d'énergie certaine. Et on a également intégré, là depuis décembre, la consigne à la brasserie. Mais on a décidé de l'intégrer totalement, c'est-à-dire qu'on a acheté une laveuse et on lave nous-mêmes le verre. On a des personnes en insertion, parce qu'on est aussi entreprise d'insertion, qui peuvent laver le verre avec un outil. Donc voilà. Et ça nous évite d'avoir des contraintes des différents laveurs. Voilà. Après, c'est très bien ce qu'ils font, parce qu'il faut aussi voir ce côté-là. Voilà, je crois avoir fait. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Je mets mes lunettes pour vérifier le prénom, pas faire à nouveau l'erreur. Merci beaucoup de ton témoignage. Est-ce que vous avez des... Peut-être, on n'a pas beaucoup parlé de la consigne, mais c'est vrai que France Consigne est partenaire de Millésime Bio, et vous êtes tous avec des antennes, on va dire, régionales, hein, qui sont elles-mêmes membres de France Consigne. Ouais. Bah alors, on est en train, avec eux, la consigne... qui est dans les Hauts-de-France, travailler avec eux, parce qu'ils sont en train de descendre sur Paris, où on travaille quand même pas mal, et également, a priori, à Reims, également, ils vont arriver. Alors, dans les autres initiatives que nous avions prévu d'évoquer aussi rapidement, vous les avez sous les yeux, je les ai indiquées, et vous pouvez aussi peut-être vous manifester si vous avez d'autres témoignages et partages de modèles. Sur la gauche, vous êtes à Patrimonio en Corse. Donc Patrimonio, où Pierre-François Maestracci a eu un souci pour venir. Donc il est lui à la base vigneron. Il est producteur d'orge, producteur de houblon. Il a même lancé toute une étude culturelle sur la houblonnière en Corse. Et ça a donné des choses intéressantes au niveau variétal. Et donc, il a une brasserie avec un certain nombre de bières extrêmement différentes, où notamment il utilise ses raisins corses dans la bière. On n'en a pas parlé, mais on va peut-être en parler, des fameuses bières de vigne. Et donc, pour Ribella, c'est une démarche totalement en autonomie aussi, puisque son obsession au brasseur, c'est d'être uniquement avec des ingrédients 100% corse. Au milieu, vous avez la ferme brasserie Louis et Marguerite. C'est la ferme brasserie de Thomas Augeron dans les Deux-Sèvres. Ce sont des brasseries aussi qui ont eu, que je tenais aussi à présenter, parce qu'elles ont eu des médailles au concours Millésime Bio des bières biologiques cette année, il y a 15 jours. Et c'est une ferme brasserie donc plutôt traditionnelle, et qui va également sur une activité de distillerie. Et puis à droite, je ne voulais pas aussi ne pas parler de la filière Lorraine, qui est une filière un petit peu historique aussi, avec une houblonnière qui s'appelle Oprive. Et on arrive en fait à un paysage de filière locale en Lorraine qui est tout à fait intéressant, puisque maintenant la majorité des brasseries artisanales lorraines travaillent quasiment à 100% avec Oprive. C'est tout à fait intéressant de souligner ça. Et au passage, on parlait effectivement là du houblon, mais je vous parle aussi du malt. Il y a une vingtaine d'années à peu près, la région pionnière dans la démarche de fédérer les acteurs agricoles de l'agriculture par des brasseries, c'est en Franche-Comté. Et la filière locale orge, malt, bière en Franche-Comté est aujourd'hui une des plus anciennes, hein, et arrive à bon an, mal an, parce que les récoltes ne sont pas toujours c'est l'attendu par les brasseries, bien sûr, mais ça reste une des filières les plus anciennes. Donc voilà ce que je voulais souligner aussi en dehors de ces interventions là. Et puis laisser peut-être cette diapositive où j'ai essayé. Alors il n'y a pas évidemment tous les sujets qu'on va traiter et qu'on peut traiter en questions-réponses peut-être aussi, mais on a quand même parlé beaucoup déjà de ce qui est évoqué là sous les yeux, avec cette notion d'approvisionnement local qui est vraiment le maître mot, merci. Et à ce titre, je tiens quand même à souligner, nous avons les rencontres du houblon dans 2 jours à Nantes. Et c'est quand même un point que je souhaitais évoquer. Et après, je vous repasse la parole, promis. Il y a 5 ans à peu près, si on se reporte à 5 ans en arrière, il y avait une problématique d'approvisionnement de houblon bio en France, c'est-à-dire que les brasseurs allaient chercher majoritairement des houblons bio à l'étranger, et ce qui n'était pas forcément en cohérence avec leur philosophie, leur éthique, ou en tout cas leur envie. Et puis au final, comme l'interprofession houblonnière s'est constituée, il y a eu des initiatives et des démarches
qui sont couronnées de succès au niveau des plantations de houblon en Loire-Atlantique, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, mais aussi en Bretagne et en Normandie, pour ne citer que ces régions-là, hein, parce qu'il y en a partout. Et en fait, on se retrouve au moment où je parle avec un surplus de stock de houblon bio, français, avec des variétés qui sont juste phénoménales. Donc je voulais quand même le souligner, qu'on a un vrai besoin de sensibiliser à la fois les agriculteurs et les brasseurs, mais là pour le coup maintenant les brasseries, pour leur dire vous avez réclamé des houblons bio, maintenant il y en a, s'il vous plaît, utilisez-les. Voilà, c'était un petit peu le petit message que je souhaitais faire passer. Est-ce que à ce sujet, que ce soit le houblon ou l'orge ou d'autres ingrédients comme le raisin, par exemple, tu veux prendre la parole, Rémi, là-dessus ou juste un petit mot sur les Grape Ale. Du coup, nous on a fait un petit test avec des amis à Toulouse, le bar local Mini Brasserie. Donc en fait, l'inconvénient quand on est vigneron, c'est que pendant les vendanges, on est vraiment très pris. Et c'est peut-être voilà, donc on a choisi en fait de leur amener du jus de raisin et de brasser chez eux en fait. Donc on a fait une bière avec du gros mansin à 20%. Et après, donc c'était une base de recette blonde assez classique. Et la dégustation ressort assez bien. Donc on a voulu faire ça de façon à ce qu'il n'y ait pas d'acidité. Donc on a intégré le jus de raisin à l'ébullition, à la toute fin. Et du coup, la bière, elle est nette. Et il y a des arômes un peu vineux qui ressortent. Alors quand un dégustateur la goûte sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il trouve que c'est une bière classique qui est fruitée. Et dès qu'on commence à parler un peu du raisin et tout, soit ça fait plaisir et il y a la curiosité qui l'emporte, soit ça tique un peu en disant mais c'est plus de la bière, quoi. Donc il y a deux approches, c'est un style marin, hein. Après je ne sais pas s'il y a de grandes choses à faire avec, mais en tout cas pour la curiosité et puis pour le monde de la bière qui est très ouvert, moi qui vois bien la comparaison entre les cloisons qu'on a dans le monde du vin et quasi aucune cloison qu'on a dans le monde de la bière, il y a une vraie différence, une ouverture d'esprit totale et du coup ça fait du bien pour nous en tant que vignerons de voir ça aussi, quoi. Voilà. Et c'est une typicité française. Je rebondis juste pour dire que c'est aussi dans le cadre des filières locales brassicoles une frontière qui est très mince de la vigne à la bière et que ça peut être une spécificité française et une identité quasiment brassicole française, peut-être au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce sont des brasseries des brasseries en France, en Alsace notamment, ont été pionnières dans ce domaine d'associer des cépages, notamment de Riesling, de Gewürz, etc., dans le mou à l'empâtage. Mais aujourd'hui, effectivement, on a par exemple sur le salon la brasserie Sacrilège qui est également présente, qui est donc la brasserie à Montpellier, qui travaille là pour le coup en expérimentation totale sur à la fois les cocktails de levure, les cool chips, donc le cool chip, c'est-à-dire les levures de l'environnement de la brasserie qui vont faire monter le mou, et également les utilisations de levures prélevées, en tout cas, qui sont présentes indigènes sur les fruits, fleurs, etc. utilisés, raisins, bien sûr, et puis enfin des barriques. Donc, quand tu disais, Rémi, qu'effectivement, c'est expérimental, mais il y a aussi tout un champ de possibles dans ce domaine, c'est vraiment à souligner parce que c'est quasiment infini. Hein, quand on goûte les nombreuses bières, alors que je résume sous l'appellation plutôt française de bière de vigne ou bière de raisin, parce que je suis assez chauvine, mais l'idée, c'est quand même de dire que c'est absolument fantastique. On en est peut-être au début quand même, mais c'est encore une fois une piste d'identité. Il y a aussi la brasserie Oppidum qui est sur je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ah oui, donc si tu veux parler de ta Grape Ale par exemple, ou pas, quelques minutes si ça te dit. Bonjour. Nous en fait on est amis avec un domaine viticole, le domaine Ortola qui est à Narbonne. Donc nous on est brasserie Oppidum vers Capestan, à Capestan pardon, c'est vers Béziers. Et en fait, on avait décidé de faire une Grape Ale. Moi, je suis issu du milieu du vin à la base. Et donc, voilà, on a travaillé le raisin en fermentation avec une extraction un peu similaire à ce qu'on peut faire pendant les vinifs. Et voilà, donc c'est vraiment lié les deux, le raisin et la bière. Mais aussi en termes de technique de production, on voulait travailler en co-fermentation. Et voilà. On peut goûter d'ailleurs la Grape Ale sur le stand. Hein. On peut la goûter au stand, oui. C'est quel cépage déjà ? L'année dernière, on était sur du Syrah. Et cette année, on a travaillé sur du marc de Syrah et des lits de Carignan. Ok.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres brasseurs qui sont dans la salle et qui souhaiteraient peut-être intervenir sur leur pratique à la fois de filière locale ou de modèle économique Bonjour à tous, donc Sylvain de la brasserie de la Vieille Mule dans la Drôme. Alors on partage pas mal de méthodes et de modes de production dans notre brasserie, puisqu'on est avec une production de houblon d'un demi-hectare sur la brasserie depuis 4 ans maintenant. On n'a pas encore de méthodologie agroforestière, puisqu'on est sur plutôt une technique traditionnelle avec un demi-hectare complet, on va dire, mais on travaille avec des couverts végétaux. Ce que je pouvais ajouter, c'est du point de vue localisme, on fait travailler un agriculteur sur notre orge, sur de l'orge, à 12 km de la brasserie, donc David Permorte, qui nous fait ça en bio, pour un maltage fait à la malterière des Choises, donc on en parlait tout à l'heure. Donc ça reste vraiment assez localisé en termes de sourcing. Les projets consistent aussi à éventuellement étendre la houblonnière. Moi, je suis très intéressé par le travail des haies, notamment pour le sujet de l'assèchement dû au vent. Dans la Drôme, on est bien fourni en Mistral, donc c'est un vrai sujet. À côté de la sécheresse, on travaille les deux sujets en même temps. Et voilà, pareil sur le côté photovoltaïque et tout électrique, c'est aussi pour nous une priorité dans notre pratique. Voilà. Tu peux redire, peut-être préciser à quel endroit tu te situes dans la Drôme? On est au Poète-Laval, donc près de Dieu-le-Fille, Montélimar-Dieu-le-Fille. C'est à peu près 2 heures d'ici. On fait 3000 hectos à l'année et on travaille le réemploi des bouteilles depuis déjà 2 ans avec Ma bouteille s'appelle Revient. Donc déjà bien en place. Les gens jouent le jeu, c'est chouette. C'est des 75 donc. 33 et 64. Et 33 également. Ouais, 33 okay. également. Non, ça s'est bien mis en place. Et à titre d'exemple, on a fait 30 000 bouteilles à peu près l'année dernière déjà de réemployer. Merci pour ce témoignage. Une question, la brasserie a été créée quand? Il y a 10 ans, 2013. 10 ans. Ouais. Alors, et combien d'hectos, redit? 3000 hectos. 3000. Voilà. On est 7 personnes. Alors, par rapport au contexte dont je parlais tout à l'heure, est-ce que j'ai envie de te poser une question, Baptiste, sur l'aspect un peu économique, l'aspect coût. On dit souvent que le bio, alors c'est quelque chose qu'on entend souvent, que le bio c'est plus cher. Il s'avérerait que d'après les différentes enquêtes menées par différents acteurs et notamment mes différentes interviews, que c'est pas si aussi simple que ça, et c'est surtout pas forcément la réalité partout. Tu peux parler peut-être du prix de tes bières bio, et puis savoir quels vont être les atouts que représente pour ta brasserie le fait d'être en bio. Déjà, c'est la conviction déjà d'être en bio avant tout. Après, il y a le commercial effectivement qui doit, c'est sur mon temps là, qui doit suivre. En termes de positionnement prix, on n'a jamais, on est à peu près à 10% au-dessus de nos concurrents qui sont conventionnels. Donc on n'est pas beaucoup plus cher sur des produits qui sont, j'en suis convaincu, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Voilà. Donc, mais après, effectivement, il y a un enjeu de la filière bio. Nous, on a des clients qui étaient des magasins qui ont fermé, 4, 5, 6 magasins qui ont fermé donc l'essentiel de notre chiffre. Aujourd'hui, on ne le fait pas avec que les réseaux bio, heureusement. On a réussi à se diversifier. On travaille beaucoup avec les grossistes, entrepositaires. On fait 50% notre chiffre aujourd'hui en fût et 50% en bouteille. Mais oui, c'est pas forcément évident. Ouais. Et le fait d'être en autonomie, justement, de ne pas avoir de facture à payer sur le plan de l'eau ou Ça nous permet d'avoir un prix de revient, effectivement, qui est plutôt très intéressant. Ouais. Même d'être autonome, par exemple, sur la partie orge, on maîtrise vraiment les coûts. On fait tout malter d'un coup. On fait livrer par camion. Donc, on optimise vraiment toute la partie logistique. Après, il faut avoir la place pour pouvoir stocker, mais on l'a aujourd'hui. Grâce à la ferme, on a de la surface. Alors, ce sont des remarques qu'on peut retrouver dans d'autres acteurs du même, de brasseries, ce qu'on appelle un peu les brasseries agricoles. On peut peut-être noter aussi qu'il y a ce phénomène de développement des filières locales qui aujourd'hui est
et un phénomène réel qu'on constate dans toutes les régions. Cette fédération, que ce soit l'initiative d'Agribio, ou en tout cas de structures agricoles bio, que ce soit l'initiative de malteurs, que ce soit à l'initiative de houblonniers ou à l'initiative de brasseurs. Donc voilà, il y a le choix pour être un petit peu à l'initiative ou en tout cas au suivi de ce développement de filière mêlant plusieurs acteurs. Et puis on peut aussi noter que on revient en 2024, peut-être on commence à imaginer revenir à un paysage brassicole, peut-être comme il y avait un siècle, où il y avait 3000 brasseries agricoles. Tout à fait. Et peut-être un retour aussi de la bière dans les cantines. Comme on buvait ma grand-mère, en tout cas dans le Nord, dans la Haute-France. Voilà. Est-ce que vous avez, parmi le public, les participants à cette conférence, il y a des questions particulières sur les points qui ont été évoqués? Est-ce que vous avez des questions qui concernent d'autres points qui n'ont pas été évoqués? Parce que c'est un sujet tellement vaste. Et puis aussi, peut-être avant de solliciter la salle, peut-être vous demander si vous avez d'autres messages à faire passer aussi. Rémi? Non, pas de message, mais c'est vrai que sur la partie houblon, qui est un surstock en France de bio, je ne savais pas. Nous, quand on a commencé, on cherchait du houblon bio en France, c'était compliqué, il fallait prendre des grosses quantités. Donc maintenant, en effet, on en trouve, mais je ne savais pas qu'il y avait du surstock, et c'est dommage. Et je sais qu'il y a beaucoup de sensibiliser les brasseurs sur le fait que les houblons bio français peuvent être très bons, et qu'il n'y a pas besoin de les prendre en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis pour avoir du bon houblon, quoi. Oui. Mais bon, ça, après, c'est des sensibilités, je pense. Et ouais, il faut travailler pour montrer qu'on peut faire des bonnes bières à un local, quoi. Voilà. Oui, et c'est même, alors il y a du stock, il y a beaucoup de stock, et il y a également une problématique de sensibiliser les brasseurs en termes de recettes. On entend aussi souvent, c'est peut-être une des habitudes qui ont été prises on va dire ces 10 dernières années, de travailler avec des houblons étrangers venant de l'autre bout de la planète, quasiment. Donc là, on pose le doigt quand même sur une nécessité de bon sens et de logique locale. En termes variétal, en termes de qualité, les houblons, quel que soit leur territoire de culture, sont d'extrêmement bonne qualité. Et donc, comment dirais-je, il y a vraiment une sensibilisation. C'était un peu aussi l'objet de cette conférence, de sensibiliser différents acteurs, mais aussi revenir à des messages de ce type, à des brasseries. Les houblons fabriqués en France sont déjà pas très nombreux. On n'est pas des très très gros producteurs de houblons, c'est certain. Mais au moment où la filière houblonnière s'est structurée et s'est développée avec des véritables offres de houblons, notamment encore une fois en Loire-Atlantique, en Nouvelle-Aquitaine et dans toutes les régions en fait, c'est tout à fait comment dirais-je, dommage de pas aller poursuivre ce qui a été initié. Voilà. Je parle aussi par exemple de Maltala en Alsace qui participe à la filière bière locale alsacienne. Je parlais de la Lorraine, donc parlons de l'Alsace aussi avec Maltala. La réalité, elle est là, en fait. Elle est d'être un petit peu cohérent. Et quand, sur le plan du goût et sur le plan de la recette de bière, j'ai souvent envie de dire, c'est l'agriculteur qui a vraiment tous les aléas climatiques, finalement, et ça, tu peux en parler bien mieux que moi. C'est valable, bien sûr, sur le houblon aussi. Mais c'est peut-être au brasseur de s'adapter. Alors le brasseur, il dit quoi là-dessus? Le brasseur, il dit, en tout cas, nous, par rapport à nos convictions, on n'a jamais travaillé, on n'a jamais fait venir nos houblons d'outre-Atlantique, que ce soit les États-Unis et Australie. C'est vrai que dans le marché, dans la tendance de la craft, il y a beaucoup de brasseurs qui pensent qu'ils ne peuvent pas se passer de houblons exotiques américains. C'est un peu la référence justement pour aller faire des NEPA, des hazy, d'avoir des bières très 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 aromatiques. Mais il faut bosser en fait, faut tester, il faut bosser sur les houblons locaux et tester des choses et voir si ça peut le faire. A priori, ça peut le faire. On peut avoir des choses, même s'il faut peut-être en mettre un peu plus ou travailler un peu plus les recettes, travailler sur des choses qui sont vraiment très intéressantes. Oui, et peut-être on peut souligner, on n'a pas parlé de ces bières-là, on a parlé des bières de vigne, mais on n'a pas parlé des harvest, c'est-à-dire des bières de récolte. Il y a aujourd'hui tout un mouvement en faveur de ces bières de récolte pour justement souligner
comment dirais-je, l'intérêt des houblons frais et des houblons locaux. Donc le principe est simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation au moment de la récolte de houblons, donc qui tombent à peu près au même moment que les vendanges, à peu près, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc on est sur un mouvement quand même maintenant installé depuis 4 ou 5 ans dans toutes les régions où les brasseries viennent aider, ou en tout cas viennent sur place au moment de la récolte, récupérer des houblons frais pour créer donc des bières qui ont divers noms, bières de cueillette, bières de récolte, etc. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la typicité de ces houblons et de l'intérêt. Est-ce que Benjamin, tu veux reprendre un peu le micro pour en parler ou pas? Oui, Alexandre. C'est pas grave. Chaque année, on réalise une bière de récolte. Donc, on a un ami qui est dans les Pyrénées, donc c'est à 2-3 heures de route en voiture à peu près. Et donc, on brasse la même journée que lui récolte une variété qui nous intéresse. Et on travaille le houblon en fleurs en frais. Donc, voilà, on va avoir un profil un peu différent, peut-être un peu plus herbacé. Et on va vraiment, ça va être intéressant de jouer là-dessus. Chaque année, on va changer de recette. Comme ça aussi, on peut varier un peu les variétés qu'on va utiliser. On ne va pas monopoliser tout le temps la même variété de houblon. Merci. Est-ce que, vu qu'on s'approche du temps des questions, on va peut-être, à moins que vous ayez d'autres points à aborder qui ne sont pas abordés, ça va? Donc, au niveau de la salle, est-ce que vous avez des questions et des points que vous souhaitez aborder ou compléter? Excellente question. Donc, présentez-vous, je vous prie, parce que c'est extraordinaire. Vous avez en plus des médailles au concours Millésime Bio. Oui, ok. Donc, ma question, c'est local, ok, mais quelle distance on appelle encore local? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous pouvez juste redire qui vous êtes et le nom de votre brasserie et où vous êtes? Oui, mon nom, c'est Paul Warmenbol. Je viens d'Anvers, en Belgique, et oui, j'ai des médailles pour mes bières ici. Une des bières, c'est une bière Demeter. Et en Benelux, donc en Hollande, en Belgique, en Luxembourg, je suis le seul de faire des bières Demeter. Mais la difficulté là, c'est de trouver des ingrédients Demeter. Ça, c'est pas facile. Oui, parce qu'il n'y a chez nous pas de malteries qui font des blés ou des loges en Demeter. Je dois le trouver en Allemagne. Oui. Et merci aussi pour la question. Alors, est-ce que peut-être Baptiste, tu veux apporter des éléments de réponse? Parce que je pense que chacun en aura des points à dire là-dessus. Je pense que ça dépend des consommateurs, de ce qu'on conçoit comme local. Mais pour moi, à mon avis, une heure de route ou vol d'oiseau de son domicile, c'est local. Quand on parle avec des clients, des acheteurs, en général, c'est souvent 200 km. Ils vont estimer, par exemple, si on prend Paris, tout ce qui est à 200 km autour de Paris, le considère encore comme relativement proche et relativement local, quoi. Mais pour moi, une heure, ce serait la référence. Voilà, 50-100 km, quoi. D'autres, oui. Le micro arrive. Donc, Benjamin, donc. Oui, je me permets juste sur la définition du local. Nous, on s'est souvent posé cette question-là en voulant justement faire du local. Après, souvent dans la bière, en fait, on estime le local avec la brasserie à côté de chez soi. Et ce que j'invite les consommateurs à faire, c'est de regarder d'où viennent les ingrédients. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir une brasserie locale qui est à côté de chez soi et qui utilise des maltes qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou des houblons de l'autre bout du monde. Et du coup, pour moi, ma définition du local, c'est pas ça. Donc, après, je laisse les points de suspension, mais chacun est libre de penser sa définition du local. Pour nous, ça va être quelque chose de plutôt franco-français. Après, les houblons, on en trouve pour rebondir sur les houblons. On a fait une Neipa, par exemple, avec des houblons allemands. Parce que moi, des fois, je suis équidistant entre l'Allemagne, la Normandie, c'est plus loin de Lyon que l'Allemagne, par exemple. Bien sûr. Et on reste quand même dans l'Union européenne, donc ce qui est assez raisonnable, surtout dans du bio. Où, après, on regarde aussi le côté label bio et le bio allemand est plutôt sérieux, on va dire. Voilà. Et donc la notion de s'approvisionner
En local, voilà. L'approvisionnement local, c'est aussi un critère important au-delà de la distance. Rémi, tu as peut-être quelque chose à ajouter sur ce point local qui est vraiment le point quasiment fondamental. Il y a la partie locale, ouais, sur les matières premières, donc on en parle beaucoup. Et moi, je voulais aussi aborder le point des matériaux qu'on utilise ou des cuves et du matériel. Du coup, le but aussi, c'est de s'approvisionner en inox, au moins dans l'Union européenne. Français, c'est très compliqué, on recherche assez difficile. Mais c'est vrai que trouver des cuves en Espagne, en Italie, en République tchèque, ça se fait. Et je sais qu'en ce moment, je parle de ça parce qu'il y a la Chine qui remonte souvent. Et en fait, quand on veut faire une bière locale, si on veut aller au bout du truc, il ne faut pas forcément prendre du matériel qui vient de Chine, même si c'est un avantage financier très important. Après, chaque brasserie a son contexte et, et ses besoins et ses choix. Mais c'est vrai que et moi qui viens du monde du vin, je trouve ça hyper étonnant qu'on ne parle à aucun moment de cuve chinoise dans le monde du vin, alors qu'en bière, il y en a partout, quoi. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si les Chinois se sont dit on va aller sur le milieu de la bière, mais voilà. Premier pays producteur et consommateur de bière au monde, donc. Du coup, c'est sûrement pour ça. D'autres réactions sur ce point local ou d'autres points d'ailleurs? Non, pas particulièrement. Alors peut-être là, j'avais envie de vous comment dirais-je, de vous évoquer à la fin de la conférence un point important, c'est que on parle de restauration beaucoup quand on parle de bière et de vin, évidemment, bien sûr, et de gastronomie d'une manière générale. Et pour celles et ceux qui me connaissent, la bière au centre de la table et en cuisine, c'est un peu mon dada. Donc j'en profite pour mettre mon petit grain de malt. La restauration en France est de plus en plus comment dirais-je, sensible et sensibilisée aux produits locaux et aux produits frais, produits de saison, etc., etc. Mais si on peut lancer un appel qu'avec le travail que vous faites en amont et avec vos bières que vous produisez, donc avec des matières premières locales, et il y a à peu près 2600 brasseries locales en France, donc locales au sens ancrées dans leur territoire, hein, dans toutes les dimensions. Un appel peut se faire peut-être au travers de cette conférence à des restaurateurs qui sont ici présents et aux autres qui visionneront cette vidéo, de ne pas hésiter à oser, à faire le pas, à oser proposer des bières locales. Tous les restaurateurs qui le font aujourd'hui, que ce soit des labels divers et variés de restauration, hein, peu importe, mais tous les restaurateurs qui ont essayé et qui ont osé, parce qu'il faut utiliser ce mot presque, hein, à proposer des bières locales, à faire des cartes de bières également et à proposer des accords. Là, on n'en est encore pas là de façon générale, mais quand même, ça commence un petit peu et ça frémit à ce niveau-là. Tous, sans hésitation, ont vraiment une surprise en termes d'accueil de leurs clients et ça participe complètement, bien sûr, à la découverte qu'ils peuvent être amenés à faire sur le plan gustatif et en sommellerie bière. Voilà, donc je ne voulais pas terminer sans... Parce que de l'amont à l'aval, il y a bien évidemment toute cette préoccupation de produits locaux aussi sourcés dans les restaurants. Voilà. Écoutez, je pense que... Est-ce que Valérie, nous sommes dans les temps? Parfait. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cette conférence. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. N'hésitez pas à venir déguster les bières des brasseries présentes ici et dans la salle. Vous allez forcément faire des découvertes avec un verre spécialement également, comment dirais-je, mis à disposition, donc le verre épi, donc qui est spécialement conçu pour la dégustation des bières, et puis également comment dirais-je, de participer quand vous êtes, si vous êtes au-delà des métiers de la production, si vous êtes en restauration ou si vous êtes
dans la vente et la revente des productions locales, de ne pas hésiter à jeter un coup d'œil à ce magazine qui est encore une fois à disposition en tant que partenaire de Millésime Bio pour pourquoi pas relayer vos initiatives que vous allez ne pas manquer de développer dans la thématique des bières et brasseries biologiques et locales. Voilà, merci pour votre attention à tous.